Isabelle Montrose savait que la vieille robe lavande était depuis longtemps passée de mode. Elle savait que le tissu délavé et les coutures rapiécées aux manches trahissaient sa pauvreté. Elle savait qu'à la réception chez la comtesse de Waverley, elle aurait l'air d'une ombre pâle au milieu des dames en soie et velours. Mais elle n'avait tout simplement pas le choix. Après la mort de son père, un baronnet appauvri qui n'avait laissé derrière lui que des dettes et un manoir à moitié en ruine dans le Kent, Isabelle ne possédait plus que 3 robes. Une noire de deuil, une grise pour tous les jours, et cette lavande qui, autrefois, il y a 5 ans, était considérée comme tout à fait convenable pour sortir en société. Désormais, elle criait simplement « Cette jeune fille n'a pas d'argent ». « Mademoiselle Montrose, êtes-vous certaine ?» demanda Madame Biddle, la gouvernante, en l'aidant à boutonner le dos de sa robe. « Peut-être ne devriez-vous pas vous rendre à cette réception. La comtesse vous a invité par courtoisie envers feu votre père. Elle ne sera pas offensée si vous déclinez. »« Je dois y aller, » répondit Isabelle, en regardant son reflet dans le miroir terni. « La comtesse a promis de me présenter à plusieurs familles qui cherchent des dames de compagnie ou des gouvernantes. Ce pourrait être ma seule chance de trouver une place. 22 ans, l'absence de dot et la nécessité de gagner sa vie, voilà ce qui attendait une jeune fille issue d'une famille aristocratique appauvrie. Le mariage était peu probable. Qui voudrait d'une épouse sans le sou? Isabelle rajusta ses cheveux châtains, coiffés en un simple chignon. Elle n'avait ni femme de chambre à la mode, ni bijoux, ni même d'épingles convenables, et se dirigea résolument vers la porte. La comtesse lui avait elle-même envoyé un équipage, ce qui était un acte de miséricorde, car louer une voiture, Isabelle ne pouvait se le permettre. L'hôtel particulier londonien de la comtesse de Waverley resplendissait de lumière. À l'entrée s'alignaient des équipages d'où descendaient des dames en tenues somptueuses, robes de soie brodées, fourrures, bijoux étincelants à la lueur des torches. Isabelle descendit de la voiture la dernière et, frissonnant sous le vent du soir, gravit les marches. Le domestique à la porte la toisa d'un regard évaluateur, et Isabelle lut dans ses yeux tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Il l'avait prise pour une dame de compagnie, ou, pire encore, pour une servante, arrivée avec l'un des invités. « Votre nom ?» demanda-t-il sèchement. « Mademoiselle Isabelle Montrose. Je suis invité par la comtesse. » Le domestique trouva son nom sur la liste, hocha la tête et la laissa passer, mais sans la courtoisie qu'il témoignait aux autres dames. À l'intérieur, c'était encore pire. La salle de bal de la comtesse était pleine de monde. La crème de la société londonienne, l'aristocratie, de riches commerçants désireux de percer dans la haute société. Les lustres étincelaient de cristal, l'orchestre jouait quelque chose de léger et gracieux, les domestiques servaient du champagne sur des plateaux d'argent. Isabelle se sentait comme une souris grise parmi des paons. Elle trouva la comtesse de Waverley dans le salon. La dame âgée conversait avec un groupe de connaissances, et à la vue d'Isabelle, son visage s'illumina d'un sourire bienveillant. « Ma chère enfant !» La comtesse tendit les mains. « Comme je suis heureuse que tu sois venue. Tu es ravissante. » C'était un mensonge évident, mais Isabelle apprécia la gentillesse. « Je vous remercie, my lady. Vous êtes très généreuse. » Sottise. La comtesse la prit par le bras. « Viens, je vais te présenter à Lady Harrison. Elle cherche une dame de compagnie pour un voyage en Écosse. Une jeune fille intelligente et cultivée comme toi fera parfaitement l'affaire. » Elles traversèrent la salle de bal, et Isabelle sentait les regards sur elle, curieux, évaluateurs, et parfois franchement méprisants. Sa robe était comme une enseigne, parente pauvre. Près de la fenêtre se tenait un groupe d'hommes, jeunes, élégants, sûrs d'eux. L'un d'eux, un grand blond au visage froid et beau, toisa Isabelle du regard et dit quelque chose à son compagnon. Tous deux éclatèrent de rire. Isabelle,
sentit ses joues s'enflammer, mais continua d'avancer, la tête haute. « N'y prête pas attention, » chuchota la comtesse. « C'est le duc d'Ashbourne et sa compagnie. Il se comporte toujours avec arrogance. » Le duc d'Ashbourne. Isabelle avait entendu parler de lui. L'aristocrate le plus riche d'Angleterre. Célibataire que toutes les mères avec des filles à marier traquaient. On disait qu'il était beau, intelligent et absolument impitoyable en affaires. Et, à en juger par la façon dont il venait de la regarder, également insupportablement hautain. La comtesse la présenta à Lady Harrison, une femme sévère d'âge moyen, qui commença immédiatement à poser des questions sur la connaissance des langues, la musique et la capacité à supporter de longs voyages. Isabelle répondit le plus poliment possible, s'efforçant de faire bonne impression. « Bien, » dit finalement Lady Harrison. « Je vais y réfléchir. La comtesse vous donnera mon adresse, et nous prendrons contact. » Ce n'était pas un oui, mais pas un non non plus. Isabelle la remercia et s'éloigna pour ne pas gêner la comtesse dans ses échanges avec les autres invités. Elle se tenait près d'une colonne, tenant à la main un verre de limonade qu'elle avait pris simplement pour s'occuper les mains, et observait les couples qui dansaient. Elle avait envie de partir, mais ne pouvait repartir que dans la voiture de la comtesse, et celle-ci avait manifestement l'intention de s'attarder. « Excusez-moi, mademoiselle. » Isabelle se retourna. Un domestique se tenait à côté d'elle avec un plateau de verre sale. « Pourriez-vous rapporter ceci à la cuisine ?» demanda-t-il. « Nous manquons de bras et vous semblez libre. » Isabelle resta interdite. « Pardonnez-moi, mais allons, dépêchez-vous, » pressa le domestique. « Les cuisiniers attendent. » Elle voulut expliquer qu'elle était une invitée et non une domestique, mais à cet instant retentit une voix moqueuse. « Des problèmes avec le personnel, James ?» Le duc d'Ashbourne. Il se tenait à quelques pas, un verre de whisky à la main, et regardait Isabella avec une expression de froide curiosité. « Non, votre grâce, » répondit rapidement le domestique. « J'ai simplement demandé à cette jeune fille de m'aider. » Le duc reporta son regard sur Isabella, et elle vit ses lèvres se tordre en un sourire méprisant. « Je vois, une servante dans une vieille robe de sa maîtresse. Classique. » Isabella sentit quelque chose bouillonner en elle. « Je ne suis pas une servante, » dit-elle en s'efforçant de garder son calme. « Je suis l'invitée de la comtesse de Waverley. » Le duc haussa un sourcil. « Une invitée ? Dans cette... » Il parcourut sa robe du regard. « Tenue ? » « Tout le monde ne peut pas se permettre de nouvelles robes à chaque saison, votre grâce, » répondit Isabella en serrant les poings. « Manifestement. » Il but une gorgée de whisky. « Mais, mademoiselle, comment vous appelez-vous déjà ? D'ordinaire, les invités de la comtesse n'ont pas l'air de sortir tout droit d'un hospice de charité. » Quelques personnes à proximité entendirent ces mots et se mirent à rire. Isabella sentit la rougeur envahir son visage. D'humiliation, de rage, d'impuissance à faire quoi que ce soit. « Vous êtes grossier, votre grâce, » prononça-t-elle doucement, mais fermement. « Je suis honnête, » rétorqua le duc. « Ce sont deux choses différentes. L'honnêteté sans bonté, c'est de la cruauté. » Il ricana. Quelle philosophie de la part d'une... « Pardonnez-moi, vous êtes dame de compagnie ? Gouvernante ? » « Je suis la fille du baronnet Montrose, » dit Isabella en le regardant droit dans les yeux. « Eh oui, ma famille s'est appauvrie. Mais cela ne vous donne pas le droit de m'humilier publiquement. » Le duc d'Ashbourne la regarda longuement, et quelque chose passa dans ses yeux bleus et froids. De la surprise, de l'intérêt, mais cela disparut aussi vite que c'était apparu. « Je vous prie de m'excuser, » dit-il avec une politesse exagérée, manifestement moqueuse. « Je ne voulais pas blesser les sentiments d'une aristocrate appauvrie. » Il s'inclina,
avec une courtoisie railleuse, et rejoignit ses compagnons, qui se remirent à rire. Isabella restait là, tremblant d'humiliation et de rage. Les larmes lui brûlaient les yeux, mais elle ne les laissa pas couler. Pas ici, pas devant tout le monde. Elle fit volte-face et se dirigea rapidement vers la sortie. Elle trouverait l'intendante de la comtesse, lui demanderait de la renvoyer chez elle plus tôt, mentirait à propos d'un mal de tête, n'importe quoi, pourvu qu'elle puisse partir d'ici. Dans le couloir, loin de la salle de bal, elle s'adossa au mur et se permit de respirer. « Mademoiselle Montrose ?» Isabella sursauta. Une dame âgée, en robe somptueuse de couleur violet foncé, s'approchait d'elle, s'appuyant sur une canne en ébène. Son visage était familier, mais Isabella ne parvenait pas à se rappeler d'où. « Je suis Lady Catherine Fairchild », se présenta la dame. « La marraine de votre défunte mère. Nous nous sommes rencontrés quand vous étiez enfant. » Isabella fit une révérence. « Lady Fairchild, pardonnez-moi, je ne vous ai pas reconnu tout de suite. » « Ce n'est pas étonnant, tant d'années ont passé. » Lady Catherine la regarda attentivement. « J'ai vu ce qui s'est passé là-bas, dans la salle. Le duc d'Ashbourne s'est comporté de manière abominable. » « Il a simplement dit la vérité, » répondit doucement Isabella. « J'ai vraiment l'air inconvenante. »« Sottise !» Lady Catherine frappa le sol de sa canne. « Tu as l'air d'une belle jeune femme confrontée à des circonstances difficiles. Et le duc ressemble à un garçon gâté qui n'a jamais connu le besoin et qui, par conséquent, n'apprécie pas ce qu'il possède. » Isabella sentit les larmes lui monter aux yeux à nouveau. Cette fois, de gratitude. « Merci, my lady. »« Ne me remercie pas. Dis-moi plutôt, as-tu reçu une invitation au bal masqué royal dans 15 jours ?» Isabella secoua la tête. « Non, on ne m'envoie pas d'invitation pour ce genre d'événement. »« Alors je t'en enverrai une, » dit résolument Lady Catherine. « En tant que marraine de ta mère, j'en ai le droit. Et pas seulement une invitation. Viens me voir après-demain à 3 heures. J'ai quelque chose qui pourrait être utile. »« Mais je ne peux pas, tu peux et tu dois. » Lady Catherine sourit. Il y avait quelque chose de conspirateur dans ce sourire. « Fais-moi confiance, mon enfant. Parfois, le destin nous donne une chance de nous venger de ceux qui nous ont humiliés. Et ce serait stupide de la laisser passer. » Sur ces mots, elle fit volte-face et, s'appuyant sur sa canne, retourna vers la salle de bal. Isabella resta dans le couloir, sentant quelque chose de nouveau remuer dans sa poitrine. Pas seulement de l'humiliation et de la douleur, mais de l'espoir. Un espoir étrange, inattendu. Le bal masqué royal. L'événement le plus grandiose de la saison. Toute l'aristocratie s'y rendait, y compris la famille royale. Et si l'on en croyait les rumeurs, le duc d'Ashbourne ne le manquait jamais. Peut-être que, vraiment, le destin lui donnait une chance de montrer au duc arrogant que la pauvreté ne rend pas une personne insignifiante, et que parfois, derrière une vieille robe, se cache quelqu'un qui vaut bien plus qu'il ne peut l'imaginer. Vous ne comprenez probablement pas toute la gravité de ce qu'Isabella a vécu. Nous vivons à une époque où les vêtements sont un choix et non un jugement. Mais en 1847, la robe était un passeport social. Vieille, décolorée, raccommodée, elle criait « Cette femme n'a pas d'argent, de relations, d'avenir. » Sans une tenue convenable, vous ne serez pas admise à une réception, vous ne serez pas présentée aux bonnes personnes, vous ne serez pas considérée comme une fiancée potentielle. Les portes se fermaient, littéralement. Et une noble appauvrie, c'est un cercle particulier de l'enfer. Trop éduquée pour être femme de chambre, trop noble pour travailler dans un magasin, mais trop pauvre pour sa classe.
Vous êtes suspendu entre deux mondes, n'appartenant à aucun. Et chaque apparition en société est une humiliation. Car tout le monde voit, vous descendez l'échelle sociale. Quand il n'y a pas d'argent, de relations, de perspectives, il ne reste que la dignité. La capacité de garder le dos droit et de regarder dans les yeux ceux qui jugent. Isabella le comprenait. C'est pourquoi elle se rendait à la réception la tête haute, bien que tout en elle se tordît de peur. C'est pourquoi les mots du duc ont blessé si profondément. Il a exprimé à voix haute ce qu'elle essayait désespérément d'ignorer. Tu es étrangère, tu es indigne. Et c'est pourquoi la proposition de Lady Catherine n'était pas simplement une générosité, c'était une chance de revenir dans le monde dont elle avait été expulsée. Prouver à elle-même que la robe ne définit pas la valeur d'une personne, bien que nous sachions tous ce qui définit. Jusqu'à présent. Pendant 2 jours, Isabella ne dormit presque pas. L'humiliation subie lors de la réception la brûlait comme une plaie qui refusait de guérir. Elle repassait sans cesse dans sa tête cet instant, le regard moqueur du duc d'Ashbourne, sa voix glaciale, les rires de l'assistance. Une aristocrate appauvrie. Le pire, c'était qu'il avait raison. Elle était vraiment pauvre. Son père n'avait laissé que des dettes, le manoir du Kent tombait en ruine, et la seule chose qui la maintenait à flot était une modeste rente d'un parent éloigné qui, par pitié, ne les avait pas laissés, elle et Mrs. Biddle, sombrer complètement dans la misère. Mais cela ne donnait pas au duc le droit de lui parler ainsi, comme si elle était un meuble, ou pire, une domestique. Le jeudi, à 3 heures précises, Isabella arriva au manoir de Lady Catherine Fairchild à Mayfair. La demeure était imposante, un bâtiment de 3 étages en pierre claire, avec des colonnes à l'entrée et un jardin parfaitement taillé. Le majordome la conduisit au salon, où Lady Catherine l'attendait déjà, confortablement installée dans un fauteuil près de la cheminée. La ponctualité, approuva la vieille dame d'un hochement de tête. Une belle qualité. Assieds-toi, mon enfant. Du thé? Je vous remercie, Milady. Isabella s'assit au bord du divan, les mains nerveusement serrées sur ses genoux. Elle n'était pas certaine de la raison pour laquelle on l'avait invitée, mais la curiosité l'avait emportée sur la prudence. Lady Catherine versa le thé, parfumé, avec des notes de bergamote, et observa attentivement son invité. « Tu ressembles à ta mère, dit-elle. Les mêmes cheveux châtains, le même regard direct. Élisabeth était ma filleule, et je l'aimais beaucoup. Quel dommage qu'elle nous ait quittés si tôt. » Elle n'avait que 32 ans, répondit doucement Isabella. La fièvre. Je sais, j'étais aux funérailles. Lady Catherine soupira. Et puis tu as disparu de la société. Votre père t'a emmené dans le Kent, et je vous ai perdu de vue. Mais j'ai appris récemment que Sir Montrose était décédé, et que tu étais resté seul. J'ai Mrs. Biddle, Isabella tenta de sourire. Notre gouvernante, elle est très bonne. Une gouvernante n'est pas une famille, trancha Lady Catherine. Tu as 22 ans, tu es intelligente, éduquée et belle. Tu n'as pas ta place dans le rôle de dame de compagnie d'une quelconque lady ennuyeuse. Mais je n'ai pas de dot, rappela Isabella. Sans dot, je ne trouverai pas de mari. Sottise. Beaucoup d'hommes apprécient l'intelligence et le caractère plus que l'argent. Pas ceux que j'ai rencontrés. Lady Catherine éclata de rire. Un rire clair, jeune, pas du tout celui d'une vieille dame. Voilà qui me plaît, une langue acérée et un cynisme sain. Ta mère était pareille. Elle reposa sa tasse. Bien, venons-en au fait. Je ne t'ai pas invité pour me lamenter sur l'injustice du destin. J'ai un plan. Un plan, milady? Oui. Lady Catherine se pencha en avant, et ses yeux brillèrent.
Tu iras au bal masqué royal, et tu montreras à tous ces pans arrogants, en particulier au duc d'Ashbourne, que la fille du baronnet Montrose vaut n'importe laquelle de leurs pains bêches endimanchés. Isabella cligna des yeux. Mais comment? Je n'ai pas de robe, pas de masque, pas même de souliers convenables. C'est précisément pour cela que tu es ici. Lady Catherine se leva et sonna. Une femme de chambre apparut. « Marie, faites venir Madame La Fontaine. Dites-lui que nous sommes prêtes. » Quelques minutes plus tard, entra dans le salon une femme d'âge mûr, élancée, élégante, avec un accent français et le regard acéré et évaluateur d'une modiste. « Madame La Fontaine, » présenta Lady Catherine, « la meilleure couturière de Londres. Elle habille les duchesses et les princesses, et aujourd'hui, elle t'habillera. » Isabella se leva d'un bond. « Milady, je ne peux accepter un cadeau si généreux. C'est trop baliverne. » Ta mère était comme une fille pour moi. Considère cela comme mon devoir envers sa mémoire. Lady Catherine agita la main. De plus, je m'ennuie, et une intrigue autour d'un bal masqué promet d'être fort divertissante. Madame La Fontaine fit le tour d'Isabella, examinant sa silhouette d'un œil critique. Bonne posture, murmura-t-elle, taille fine, épaules gracieuses. Ohé, on peut travailler avec elle. J'ai quelque chose de particulier, dit Lady Catherine. Cette robe, vous vous souvenez, madame? La Française eut un hoquet de surprise. La robe saphir? Mais, milady, vous aviez dit, j'ai changé d'avis. Elle sera parfaite pour le bal masqué. Lady Catherine se tourna vers Isabella. C'est une robe que j'ai commandée pour moi il y a bien des années, quand j'étais encore jeune. Mais je ne l'ai jamais portée. Mon mari est mort avant le bal, et je suis entrée en deuil. Depuis, elle est suspendue dans ma garde-robe. Je pense qu'il est temps de lui donner une seconde chance. On conduisit Isabella dans une pièce au 2e étage, où Madame La Fontaine et ses 2 assistantes se mirent au travail. Elles prirent ses mesures, lui demandèrent de retirer sa robe, essayèrent un corset. « Votre taille fait 16 pouces ?» demanda avec surprise l'une des assistantes. « 17, corrigea Isabella. « Mais mon corset est vieux, il se lasse mal. »« Nous allons arranger cela, » promit Madame La Fontaine. Puis, on apporta la robe. Isabella eut le souffle coupé. Elle était magique. De la soie bleu saphir, chatoyante à la lumière du soleil, avec une broderie argentée qui descendait du corsage jusqu'à l'ourlet en motifs délicats, des fleurs, des vignes entrelacées, des étoiles. La jupe, ample, à plusieurs couches, avec une légère prenne. Les manches, courtes, ornées de dentelles argentées. Le décolleté, pas trop profond, mais élégant, soulignant les clavicules. « C'est incroyable !» chuchota Isabella. « Attendez de l'avoir enfilée » sourit Madame La Fontaine. Elles l'aidèrent à revêtir la robe, serrèrent le corset, arrangèrent la jupe. Isabella avait peur de respirer. Il lui semblait que le moindre mouvement détruirait cette perfection. Mais lorsqu'on la conduisit devant un grand miroir, elle se figea. Ce n'était pas elle. Pas la pauvre Isabella Montrose dans sa robe lavande rapiécée. C'était une princesse de conte de fées. La soie saphir rehaussait la couleur ambrée de ses yeux, les rendant plus vifs, plus profonds. La broderie argentée scintillait à chaque mouvement. La silhouette paraissait gracieuse, presque aérienne. « Mon Dieu !» souffla-t-elle. « Exactement !» acquiesça Madame La Fontaine d'un air satisfait. « Maintenant, la coiffure et le masque. » Isabelle passa les 2 heures suivantes dans un fauteuil, tandis que le coiffeur, spécialement mandé par Lady Catherine, arrangeait ses cheveux.
y créa une construction complexe de boucles ornées d'épingles argentées en forme d'étoiles. Quelques mèches furent laissées libres de retomber sur ses épaules. Puis on apporta le masque, également de couleur saphir, brodé d'argent, avec de minuscules cristaux sur les bords. Il couvrait la partie supérieure du visage, ne laissant visible que les lèvres et le menton. « Parfait », déclara Lady Catherine, lorsqu'Isabelle descendit au salon. « Le duc d'Ashbourne ne te reconnaîtra pas, même s'il trébuche sur ta jupe. »« Vous en êtes certaine ?» demanda Isabelle, en touchant nerveusement son masque. « Et s'il ne te reconnaîtra pas, crois-moi. Les hommes, surtout ceux aussi sûrs d'eux qu'Ashbourne, ne voient que ce qu'ils veulent voir. Et il a vu en toi une pauvre fille dans une vieille robe. Celle-ci, elle désigna d'un geste la silhouette d'Isabelle, cette femme est complètement différente. Mais quand il sera, à ce moment-là, tu auras déjà fait impression. » Lady Catherine sourit malicieusement. « Maintenant, discutons des détails. Au bal masqué, tu ne donneras pas ton véritable nom. Qu'ils pensent que tu es une mystérieuse étrangère ou une lointaine parente de la famille royale. L'essentiel, c'est l'intrigue. »« Mais c'est de la tromperie, » protesta Isabelle. « C'est un bal masqué, mon enfant. Tout le sens est d'être quelqu'un d'autre, ne serait-ce que pour une nuit. » Les jours suivants, Isabelle oscilla entre l'excitation et la panique. D'un côté, l'idée d'apparaître au bal dans une robe somptueuse et de remettre le duc d'Ashbourne à sa place était incroyablement séduisante. De l'autre, et si tout tournait mal? Et si on la reconnaissait? Et si elle se couvrait de ridicule? Madame Biddle, apprenant le plan, fut ravie. « Montrez à ce duc arrogant, mademoiselle Isabelle, » disait-elle, en aidant à emballer la robe pour l'envoyer à la maison londonienne de Lady Catherine, où Isabelle devait se changer avant le bal. Qu'il apprenne ce que signifie humilier une jeune fille respectable. « Je veux simplement montrer que la pauvreté ne rend pas une personne indigne de respect, » répondit Isabelle. « Bien sûr, approuva l'intendante. Mais si en chemin vous le faites regretter ces paroles, tant mieux. » La veille du bal masqué, Isabelle ne dormit presque pas. Elle resta allongée dans son lit, fixant le plafond, imaginant comment elle entrerait dans la salle de bal. Comment tous se retourneraient. Comment le duc d'Ashbourne... Stop. Pourquoi pensait-elle au duc? Il ne s'agissait pas de lui. Il s'agissait d'elle-même. De prouver, ne serait-ce qu'à elle-même, qu'elle valait quelque chose. Pendant ce temps, dans son hôtel particulier de Belgravia, Sébastien Darnley, duc d'Ashbourne, était assis dans son cabinet et parcourait des documents d'affaires. Ou plutôt, faisait semblant de les parcourir. En réalité, il pensait à cette réception chez la comtesse Waverley. Plus précisément, à la jeune fille dans la vieille robe lavande. Il s'était comporté abominablement. Il le savait. Mais les mots lui avaient échappé avant qu'il n'ait eu le temps de réfléchir. Elle se tenait là, dans cette robe délavée, la tête fièrement levée, et quelque chose dans son regard, quelque chose l'avait touché. Peut-être parce qu'elle ne rampait pas, n'essayait pas de plaire, le regardait simplement, avec dignité, malgré la pauvreté. Et lui, comme le dernier des scélérats, l'avait humilié. « Diable !» marmonna-t-il en repoussant les papiers. Son valet de chambre Wilson entra avec le costume pour le bal masqué du lendemain. « Tout est prêt, votre grâce. Le costume de doge vénitien, comme vous l'avez demandé. »« Bien. »« Prévoyez-vous de rester longtemps au bal ?» demanda prudemment Wilson. Il servait Sébastien depuis de nombreuses années et connaissait son habitude de quitter ce genre d'événement au bout d'1 heure. « Je ne sais pas, » répondit honnêtement Sébastien.
Nous verrons. En réalité, il détestait les bals masqués. Tous ces jeux stupides, ces minauderies, ces faux semblants. Mais manquer un bal royal était impossible. Cela aurait offensé Sa Majesté. Il regarda par la fenêtre, où derrière la vitre s'assombrissait le ciel du soir. Cette jeune fille, mademoiselle Montrose, avait-elle trouvé une place de dame de compagnie? Ou cherchait-elle encore? Peut-être aurait-il dû s'excuser, envoyer un mot d'excuse. Mais qu'écrirait-il? Pardonnez-moi de vous avoir appelé aristocrate appauvri, bien que ce soit la vérité. Non, mieux valait simplement oublier. Leurs chemins ne se croiseraient plus. Elle, une noble pauvre sans relation, lui, un duc avec des obligations envers son titre. Des mondes différents. « Dînerez-vous, votre grâce » demanda Wilson. « Non, apporte du whisky. » Sébastien retourna à ses papiers, mais ses pensées revenaient sans cesse aux yeux ambrés et au port altier de la jeune fille qui l'avait offensé. L'honnêteté sans bonté et de la cruauté. Ces paroles étaient restées fichées comme une écharde dans sa mémoire. Peut-être avait-elle raison. Peut-être était-il vraiment cruel. Mais demain, il irait au bal masqué, accomplirait son devoir, danserait avec quelques prétendantes convenables que lui imposeraient des mères ambitieuses et rentrerait chez lui. Tout, comme toujours, prévisible et ennuyeux. Il ne savait pas que demain changerait tout. Le bal masqué royal se tenait au palais de Saint James, et Isabelle n'avait jamais rien vu de tel de sa vie. L'immense salle de bal scintillait de milliers de bougies dans des lustres de cristal. Les murs étaient drapés de tissus dorés et pourpres. Partout se dressaient des compositions de roses blanches et de lys. Un orchestre de 40 musiciens jouait sur une estrade au fond de la salle. Et les invités portaient des costumes et des masques fantastiques. Doges vénitiens et princesses persanes, déesses grecques et chevaliers médiévaux, oiseaux à plumes et bêtes à fourrure. Les masques, des plus simples noirs aux plus sertis de pierres précieuses, dissimulaient les visages, transformant le bal en un carnaval de secrets et d'intrigues. Isabella entra dans la salle au bras de Lady Catherine et sentit son cœur battre quelque part dans sa gorge. Elle portait une robe saphir, un masque orné de cristaux et une coiffure qui avait nécessité 2 heures de travail. Les chaussures, argentées, brodées, étonnamment confortables, venaient également de Lady Catherine. « Respire » chuchota la vieille dame, « et souviens-toi, ce soir, tu n'es pas la pauvre Isabella Montrose. Ce soir, tu es la mystérieuse inconnue dont tout le monde parlera demain. » « J'ai peur » avoua Isabella. « Peur ou nerveuse ?»« Les deux. »« Parfait. Cela signifie que tu es vivante. » Lady Catherine la poussa doucement en avant. « Maintenant va, montre-leur à tous. » Isabella prit une profonde inspiration et entra dans la salle. La première chose qu'elle remarqua, on la regardait. Beaucoup de gens. Les hommes la suivaient du regard, les dames chuchotaient derrière leurs éventails. Quelqu'un pointait dans sa direction. « La robe !» se rappela Isabella. « Il regarde la robe, pas moi. » Mais cela ne rendait pas la situation moins effrayante. Elle traversa lentement la salle, s'efforçant de ne pas trébucher sur sa traîne. Lady Catherine était restée en retrait, lui donnant l'occasion d'agir par elle-même. Mais Isabella sentait le regard bienveillant de sa marraine. « Pardonnez-moi, mademoiselle. » Isabella se retourna. À côté d'elle se tenait un jeune homme en costume de mousquetaire. Chapeau à large bord orné d'une plume, masque dissimulant la moitié du visage. « Puis-je connaître votre nom ?» demanda-t-il. « Je suis Lord Grantham, et je serais heureux de vous inviter à danser. » Isabella hésita un instant. Elle n'avait pas prévu de danser. Elle n'était même pas certaine de se souvenir de toutes les figures.
La dernière fois qu'elle avait dansé remontait à 2 ans. Je vous remercie, milord, mais je crains que cette dame ne m'ait déjà promis la première danse. La voix était grave, veloutée, avec de légères notes d'autorité. Isabella se retourna et se figea. Sébastien Darnley, duc d'Ashbourne, se tenait à 2 pas d'elle. Il portait un costume de doge vénitien, pourpoint de velours rouge sombre, brodé d'or, cape noire jetée sur l'épaule. Le masque, doré, aux volutes élégantes, couvrait la partie supérieure de son visage, mais les yeux bleus glacés étaient immédiatement reconnaissables. Le cœur d'Isabella chuta. Il était là, juste devant elle. « Je ne me souviens pas de vous avoir fait une telle promesse, » dit-elle en s'efforçant de garder une voix ferme. Les lèvres du duc s'incurvèrent en un sourire narquois. « Alors permettez-moi de corriger cet oubli. » Il tendit la main. « M'accorderez-vous cette danse ?» Lord Grantham, comprenant qu'il était inutile de discuter avec un duc, s'inclina et se retira. Isabella regarda la main tendue. C'était une chance de lui montrer qu'elle n'était pas cette pauvre fille en robe usée, même s'il ne savait pas qui elle était réellement. Elle posa sa paume dans la sienne et sentit un frisson parcourir sa peau. Sébastien la conduisit sur la piste de danse juste au moment où l'orchestre entamait une valse. Il posa sa main sur sa taille et Isabella sentit la chaleur de sa paume même à travers les couches de tissu. Ils commencèrent à tournoyer au rythme de la musique, et elle fut reconnaissante que ses pieds se souviennent des pas, même si sa tête était emplie de panique. « Vous dansez merveilleusement, » remarqua Sébastien. « Où avez-vous appris ?»« Dans une autre vie, » répondit Isabella évasivement. Intrigant. Il la regarda attentivement. « Et pourtant, vous n'avez pas répondu à la question principale. Quel est votre nom ?» Lors d'un bal masqué, les noms n'ont pas d'importance, votre grâce. Vous savez qui je suis? Il est difficile de ne pas reconnaître le duc d'Ashbourne, même masqué. Il eut un sourire en coin. Alors c'est injuste. Vous connaissez mon nom, et moi j'ignore le vôtre. Peut-être est-ce ainsi que cela doit être. Un peu de mystère ajoute au charme. Il tournoyait dans la salle, et Isabella sentait sur elle les regards des autres invités. Le duc d'Ashbourne dansait avec une inconnue. C'était déjà un événement. D'ordinaire, il évitait de danser, préférant observer de loin. « Vous n'êtes pas de Londres, » dit Sébastien. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. « Qu'est-ce qui vous fait dire cela ?»« Parce que je me serais souvenu de vous. » Son regard glissa sur son visage, s'attarda sur ses lèvres. « Une femme comme vous est impossible à oublier. » Isabella sentit ses joues s'enflammer. Heureusement que le masque dissimulait sa rougeur. « Peut-être n'êtes-vous simplement pas assez attentif, votre grâce. Peut-être nous sommes-nous déjà rencontrés, mais vous ne l'avez pas remarqué. » Impossible. Pourquoi donc? Parce que je remarque toujours la beauté, surtout quand elle s'allie à l'intelligence. Menteur, pensa Isabella. Tu ne m'as pas remarqué il y a 3 jours. Tu as regardé ma vieille robe et décidé que je n'étais pas digne d'attention. Mais à voix haute, elle dit « Vous êtes trop généreux en compliments, duc. Je suis simplement honnête. » L'honnêteté sans bonté est une cruauté, prononça-t-elle, répétant ses propres mots de cette réception. Sébastien tressaillit, à peine perceptiblement, mais elle le sentit. « Philosophie intéressante, » dit-il lentement. « Quelqu'un m'a récemment dit quelque chose de semblable. Une personne intelligente, sans doute. Ou obstinée. » Isabella sourit sous son masque. Peut-être les deux. La musique s'acheva et ils s'arrêtèrent. Sébastien ne lâchait pas sa main. « Une autre danse ?» demanda-t-il. « J'ai besoin de prendre l'air. Alors permettez-moi de vous accompagner sur la terrasse. » C'était risqué,
Mais Isabella acquiesça. Ils sortirent par les portes-fenêtres sur une large terrasse d'où l'on découvrait la vue sur les jardins du palais. Il faisait frais, et Isabella frissonna. Sébastien retira aussitôt sa cape et la drapa sur ses épaules. « Merci » murmura-t-elle. « De rien. » Il s'appuya contre la balustrade, la regardant. « Vous êtes une énigme. » « Est-ce mal ?»« Non, c'est rafraîchissant. » D'ordinaire, à ce genre de bal, toutes les femmes font semblant de me croiser par hasard, puis commencent à faire allusion au mariage. Isabelle éclata de rire. « Et je suis censé faire allusion ?»« Je vous en prie, non. » Il sourit, et pour la première fois, Isabelle vit son véritable sourire. Chaleureux, sans moquerie. « Je suis là des chasseuses de titres. Alors pourquoi n'êtes-vous toujours pas mariée ?» osa-t-elle demander. Sébastien hésita. « Parce que je n'ai pas encore rencontré de femme qui voit en moi non pas un duc, mais simplement un homme. Peut-être cherchez-vous au mauvais endroit ? Où devrais-je chercher alors ?» Isabelle plongea son regard dans le sien. « Parfois ce que nous cherchons se trouve juste devant nous. Simplement, nous ne le remarquons pas parce que nous jugeons sur les apparences. » Quelque chose passa dans son regard, de la compréhension, du doute. « Vous parlez par énigme, et vous êtes trop habitué aux réponses directes. » Sébastien rit, doucement, sincèrement. « Vous êtes impossible. » Est-ce un compliment ? Le plus sincère. Ils se tenaient sur la terrasse, et entre eux flottait une tension, ténue, presque palpable. Isabelle sentait son cœur battre de plus en plus vite. Il se tenait si près qu'elle voyait les étincelles dorées dans ses yeux bleus, sentait le parfum de son eau de Cologne, quelque chose d'âpre, avec des notes de cèdre et de musc. « Puis-je voir votre visage ?» demanda-t-il doucement. « Non. » « Pourquoi ? » « Parce qu'alors la magie disparaîtra. Vous pensez que seule votre apparence m'intéresse ? » « Je pense, dit Isabelle, que vous, comme la plupart des hommes, jugez une femme d'après son apparence, d'après sa robe, d'après ses bijoux, d'après qu'elle ait ou non une dot. » Sébastien fronça les sourcils. « Vous êtes injuste envers moi. Vraiment ? Pouvez-vous dire honnêtement que vous n'avez jamais évalué une femme d'après sa tenue ?» Il ouvrit la bouche pour protester et se tut. Parce qu'elle avait raison. Il y a 3 jours, il avait fait exactement cela. Il avait vu une jeune fille dans une vieille robe et décidé qu'elle n'était pas digne d'attention. « hésita-t-il. Peut-être avez-vous raison. Mais je change. » Pourquoi ? Parce que j'ai récemment commis une erreur. J'ai blessé une jeune fille. Et maintenant, je le regrette. Isabelle se figea. Il regrettait ? Cette scène à la réception. « Qu'avez-vous fait ?» demanda-t-elle, en s'efforçant de garder un ton léger. Sébastien se détourna, regardant le jardin. « Je me suis moqué de sa robe, publiquement. Elle était pauvre. Elle portait des vêtements usagés, et moi, comme le dernier des misérables, je l'ai souligné. Je l'ai traitée d'aristocrate déchu. Et qu'a-t-elle dit ? Que l'honnêteté sans bonté est de la cruauté. » Il eut un sourire amer. « Ces mêmes mots que vous venez de répéter. » Isabelle sentait 2 sentiments lutter en elle. La satisfaction qui se repente et autre chose. Quelque chose de chaud. Quelque chose qui ressemblait au pardon. « Peut-être devriez-vous vous excuser auprès d'elle, » suggéra-t-elle. « Je ne sais pas comment la retrouver. Elle est apparue à une réception et a disparu. Et je ne suis même pas sûr qu'elle veuille m'écouter. Essayez. Peut-être se montrera-t-elle plus magnanime que vous ne le pensez. » Sébastien se tourna vers elle. « Et vous ? Êtes-vous magnanime ? » « Je ne sais pas.
Je n'ai pas encore décidé. » Il fit un pas plus près, et Isabelle sentit sa respiration s'accélérer. « Donnez-moi une chance de le découvrir. »« Comment ?»« Permettez-moi de vous raccompagner chez vous ce soir, ou de vous rencontrer demain, ou simplement passer le reste de la soirée ensemble, » acheva Isabelle. « Sans nom, sans obligation. Juste 2 personnes à un bal masqué. » Sébastien la regarda longuement. « Vous posez des conditions ? Je propose un compromis. » Il sourit. Et de ce sourire, quelque chose tressaillit dans sa poitrine. « Très bien. Retournons dans la salle alors. » Isabelle acquiesça et ils rentrèrent. L'heure suivante, ils la passèrent ensemble. Ils dansèrent, conversèrent, rirent. Sébastien était différent. Pas ce duc froid et hautain qu'elle avait vu à la réception. Il était spirituel, attentionné, même tendre. Et Isabelle sentait son cœur s'attendrir traîtreusement. « C'est dangereux, » se prévenait-elle. « Il ne sait pas qui tu es. Quand il le saura, tout changera. » Mais une partie d'elle, cette partie obstinée et téméraire, voulait croire que rien ne changerait. Qu'il pourrait voir en elle, non pas la pauvre Isabelle Montrose, mais la femme avec qui il avait dansé ce soir. « À quoi pensez-vous » demanda Sébastien, alors qu'il se tenait près de la fenêtre, observant les autres couples tournoyer dans la valse. « Au fait que la magie prendra fin un jour, » répondit honnêtement Isabelle. « Et d'ici là, on peut simplement profiter de l'instant. » Il prit sa main et la porta à ses lèvres. « Alors profitons-en. » À minuit, l'horloge sonna 12 coups, et selon la tradition, tous les invités devaient retirer leurs masques. Isabelle sentit la panique monter. « Je dois partir, » dit-elle rapidement. « Quoi ? Pourquoi ? J'ai promis à quelqu'un que je partirais avant minuit. » C'était un mensonge, mais il n'y avait pas d'autre issue. Elle ne pouvait pas retirer son masque devant lui, ne pouvait pas lui permettre de savoir, pas maintenant. « Pas ainsi. »« Attendez », Sébastien lui saisit la main. « Dites-moi au moins quand je pourrai vous revoir. »« Je ne sais pas. »« Alors donnez-moi quelque chose, ne serait-ce qu'un indice. » Isabelle hésita. Puis elle retira de ses cheveux l'une des épingles d'argent en forme d'étoile. « Tenez, » dit-elle en la lui tendant, « pour vous souvenir de cette soirée. »« Je ne l'oublierai pas, même sans cela, » répondit Sébastien. Mais il prit l'épingle. « Mais je vous retrouverai, je vous le promets. » Isabelle dégagea sa main et se dirigea rapidement vers la sortie. Elle sentait son regard dans son dos, l'entendait l'appeler, mais ne se retourna pas. À la porte, Lady Catherine l'attendait avec un sourire rusé. « Alors, soirée réussie ?»« Trop réussie, » souffla Isabelle. « Il veut me retrouver. »« Évidemment, tu as fait sensation. » Lady Catherine la poussa vers la voiture. « Et maintenant, rentrons, avant que tu ne te transformes en citrouille. » Dans la voiture, Isabella retira son masque et s'adossa au siège. Son cœur battait encore à tout rompre, un sourire jouait sur ses lèvres. Elle avait dansé avec le duc d'Ashbourne, ri avec lui, et il l'avait regardée comme si elle était la seule femme dans la salle. Mais que se passerait-il quand il découvrirait la vérité ? Isabella ferma les yeux, et l'image de Sébastien surgit devant elle. Son sourire, ses yeux, la façon dont il tenait sa main. Advienne que pourra, pensa-t-elle. Au moins pour une nuit, je n'ai pas été la pauvre Miss Montrose. J'ai été celle qui méritait l'attention d'un duc. Et c'était merveilleux. Sébastien Darnley ne dormit pas de la nuit. Il était assis dans son cabinet, tournant entre ses doigts une épingle d'argent en forme d'étoile, essayant de comprendre ce qui, diable, lui était arrivé. Lui qui évitait les femmes comme la peste
parce qu'elle ne voulait toute qu'une chose, devenir duchesse. Lui qui dansait au bal par politesse et non par plaisir. Lui qui avait décidé depuis longtemps que l'amour était un luxe qu'un homme de sa position ne pouvait se permettre. Il avait passé toute la soirée avec une inconnue, en robe de saphir, et s'était senti vivant. « Idiot !» marmonna-t-il en reposant l'épingle. « Tu ne connais même pas son nom. » Mais il savait autre chose. Il savait comment elle riait, légèrement, sincèrement. Il savait comment ses yeux brillaient derrière le masque quand elle ripostait à ses remarques. Il savait qu'elle était intelligente, spirituelle et totalement différente de toutes ces poupées maniérées qu'on lui présentait habituellement. Et il savait aussi qu'il devait la retrouver. Le matin, il convoqua son secrétaire, M. Hollings, un homme méticuleux d'âge moyen qui pouvait trouver une aiguille dans une botte de foin si on lui fixait une telle tâche. « J'ai besoin de retrouver une femme », dit Sébastien sans préambule. Hollings haussa un sourcil. « Votre grâce, je suis secrétaire, pas détective privé. Je sais. » « Mais tu es le meilleur que j'ai. » Sébastien la décrivit. Robe bleu saphir avec broderie d'argent, masque, cheveux châtains ornés d'étoiles, yeux ambrés. Elle était au bal masqué royal. Quelqu'un doit savoir qui elle est. Votre grâce, il y avait 300 invités au bal. La moitié d'entre eux sont des femmes, et toutes portaient des masques. Mais pas toutes dans une telle robe. Sébastien se leva et fit les 100 pas dans le cabinet. C'était une robe exceptionnelle, coûteuse. Quelqu'un a dû la remarquer. Hollings soupira. « Très bien, je vais essayer, mais je ne peux rien promettre. » Isabella retourna dans le Kent le lendemain du bal et replongea immédiatement dans la réalité habituelle. Le vieux manoir au toit qui fuyait, les factures du boucher et de l'épicier qu'il fallait payer, une lettre du régisseur du domaine rappelant que les impôts devaient être versés avant la fin du mois. Elle était assise dans le cabinet de son père, entourée de papiers, essayant de comprendre comment étirer l'argent restant sur 3 mois encore. « Miss Isabella » Madame Bédel entra avec du thé. « Vous êtes toute pâle. Peut-être devriez-vous vous reposer ? » ?»« Je ne peux pas. Il faut que je finisse les comptes. Vous ne m'avez toujours pas raconté le bal. » L'intendante posa le plateau. « Comment s'est-il passé? Le duc vous a-t-il reconnu ?» Isabella secoua la tête. « Non, il pense que je suis quelqu'un d'autre. Une mystérieuse inconnue. » « Et maintenant ? » ?»« Maintenant, rien. » Isabella se renversa contre le dossier de sa chaise. C'était une soirée, un conte de fées. Et les contes de fées se terminent. Mais vous voulez le revoir ? Isabella regarda par la fenêtre. Derrière la vitre, la pluie tombait, transformant le jardin en aquarelle grise. Peu importe ce que je veux, quand il découvrira qui je suis vraiment, tout sera fini. Il se souviendra de cette jeune fille à la réception, celle qui l'a humilié. Et il comprendra que sa mystérieuse inconnue et la pitoyable Miss Montrose ne font qu'une. Peut-être sera-t-il surpris, suggéra Madame Bédel. Il comprendra qu'il s'était trompé. Ou il se mettra en colère parce que je l'ai trompé. L'intendante soupira et sortit, laissant Isabella seule avec ses pensées. Elle passa le reste de la journée à essayer de ne pas penser à Sébastien. Elle tenta de se concentrer sur les comptes, sur les lettres, sur la recherche d'un nouveau poste de dame de compagnie. Lady Harrison n'avait toujours pas répondu, ce qui signifiait très probablement un refus. Le soir, une lettre de Lady Catherine arriva. « Ma chère enfant, tout Londres parle de la mystérieuse inconnue en robe de saphir. On dit que le duc d'Ashbourne est éperdument amoureux et qu'il la cherche dans toute la ville. Tu as fait sensation, mon enfant. Viens en ville la semaine prochaine. Je te présenterai à Lady Pénélope Granger. Elle cherche une dame de compagnie pour un voyage à Paris. Bon salaire et possibilité de voyager. Ta marraine,
Catherine. Isabella relut la lettre 3 fois. Le duc la cherchait, dans tout Londres. Elle aurait dû se réjouir, ou du moins éprouver de la satisfaction. Elle avait atteint son but, lui avait montré qu'on ne pouvait l'ignorer que par sottise. Mais au lieu de cela, elle ressentait de la peur qu'il la trouve. Et qu'alors, le conte de fées se transforme définitivement en citrouille. Une semaine plus tard, Isabella était de nouveau à Londres, dans la maison de Lady Catherine. Cette fois dans sa robe grise habituelle, les cheveux rassemblés en un simple chignon. L'entrevue avec Lady Pénélope était fixée à 3 heures, mais à 2 heures, un visiteur inattendu arriva au manoir. Le duc d'Ashbourne en personne. Isabella regardait depuis la fenêtre du salon comment il descendait de la voiture et sentait son cœur battre quelque part dans sa gorge. « Bon sang !» murmura-t-elle. « Que fait-il ici ?» Lady Catherine, assise dans un fauteuil avec un livre, leva les yeux. « Il est venu hier. Il s'enquérait de l'inconnu en robe de saphir. J'ai dit que je ne savais rien. »« Et il vous a cru ?»« Bien sûr que non. Mais que peut-il faire? Fouiller ma maison ?» Le majordome annonça la visite, et Lady Catherine ordonna que le duc soit conduit au salon. « Que dois-je faire ?» paniqua Isabella. « Il va me voir. » « Et alors? Il ne sait pas que vous êtes cet inconnu. » Lady Catherine retourna imperturbablement à son livre. « Restez simplement tranquille et ne vous faites pas remarquer. » Sébastien entra, et Isabella se détourna instinctivement vers la fenêtre, feignant d'admirer le jardin. « Lady Catherine, s'inclina-t-il, je vous remercie de me recevoir sans prévenir. »« Duc d'Ashbourne. » La vieille dame hocha la tête. « Encore pour la même affaire ? J'en ai bien peur, oui. Je dois la retrouver. »« Amoureux ?» La voix de Lady Catherine trahissait une moquerie. « Je ne m'attendais pas à de tels élans romantiques de votre part. »« Je ne suis pas amoureux, » protesta Sébastien, mais même Isabella pouvait entendre qu'il mentait. Simplement intrigué. « C'est presque la même chose. » Sébastien remarqua Isabella près de la fenêtre. « Pardonnez-moi, j'ignorais que vous n'étiez pas seule. Je ne voulais pas interrompre. »« C'est madame de compagnie, » dit rapidement Lady Catherine. « Mademoiselle Smith. N'y prêtez pas attention. » Isabella sentit tout se contracter en elle. Dame de compagnie. Mademoiselle Smith. Elle n'avait même pas eu droit à un vrai nom. Mademoiselle Smith, Sébastien hocha la tête dans sa direction, sans vraiment la regarder. Elle fit une révérence, sans lever les yeux. « Votre grâce ?» Elle s'efforça de rendre sa voix plus basse, différente de celle qu'elle avait au bal. Cela sembla fonctionner. Sébastien ne tressaillit même pas. Il se retourna vers Lady Catherine. « Je sais que vous cachez quelque chose. La robe que portait l'inconnu, elle est très rare. Madame Lafontaine m'a dit qu'elle n'en avait cousu qu'une seule fois. Pour vous. » Lady Catherine haussa un sourcil. « Vous interrogez les couturières ? Quelle bassesse, duc. Je suis un homme désespéré. Alors je vous le dirai franchement. Oui, j'ai prêté cette robe. Mais à qui? Je ne le dirai pas. C'est une question d'honneur. » Sébastien serra les mâchoires. « Lady Catherine. »« Non, duc. » La vieille dame se leva, s'appuyant sur sa canne. « Si cette jeune fille avait voulu que vous sachiez qui elle vous l'aurait dit. Si elle ne l'a pas fait, c'est qu'elle avait ses raisons. Respectez son choix. Mais je dois la retrouver. Pourquoi? Pour satisfaire votre curiosité? Ou parce que vous ressentez vraiment quelque chose? » Sébastien se tut, puis il dit doucement « Je ne sais pas ce que je ressens. Je sais seulement que je ne peux pas cesser de penser à elle, et que je veux la revoir, ne serait-ce qu'une fois. » Isabella se tenait près de la fenêtre, les poings serrés.
Elle voulait se retourner, ôter ce stupide masque d'ordinaire et dire « Je suis là, c'est moi ». Mais elle ne le pouvait pas, parce qu'elle avait peur de voir la déception dans ses yeux. « Vous cherchez au mauvais endroit », dit Lady Catherine. « Peut-être devriez-vous réfléchir à la raison pour laquelle elle se cache. Peut-être a-t-elle des raisons de craindre votre réaction. » Quelle raison pourrait-elle avoir de me craindre? Oh, Duc, êtes-vous vraiment si aveugle? Lady Catherine secoua la tête. Vous êtes un homme de pouvoir, de richesse, d'influence. Et elle est peut-être une jeune fille ordinaire qui craint de ne pas être à la hauteur de vos attentes. Mais je ne quoi? Ne jugez pas les femmes à travers le prisme de leur position. Ne jugez pas sur les apparences. La voix de Lady Catherine se durcit. Avez-vous oublié comment vous avez récemment humilié publiquement une jeune fille pour une vieille robe? Sébastien pâlit. Vous êtes au courant? Je sais beaucoup de choses. Et je sais que les mots blessent parfois plus que les actes. Peut-être que votre mystérieuse inconnue a simplement peur que vous la blessiez à nouveau, si vous découvrez qui elle est vraiment. Le silence s'installa. Isabella entendait le tic-tac de l'horloge sur le manteau de la cheminée, sa propre respiration. « Je ne la blesserai jamais intentionnellement », dit finalement Sébastien, « si elle m'en donnait la chance. »« Alors prouvez que vous avez changé, » répondit Lady Catherine. « Ne la cherchez pas. Laissez-la venir à vous d'elle-même, quand elle sera prête. Et si elle ne vient pas, alors c'est que ce n'était pas le destin. » Sébastien se tenait au milieu du salon, et Isabella voyait son visage de profil, tendu, fatigué. Il souffrait vraiment. Il la cherchait vraiment. « Très bien, » dit-il après une longue pause. « J'attendrai. Mais si vous la voyez, dites-lui. Je veux la retrouver, non pas pour la juger ou l'humilier. Je veux simplement parler, la connaître vraiment, sans masque. »« Je le lui dirai, » promit Lady Catherine. Sébastien s'inclina et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, il se retourna vers Isabella. « Mademoiselle Smith, je vous prie de m'excuser de vous avoir dérangé. »« Tout va bien, votre grâce, » répondit-elle, sans le regarder. Il partit, et Isabella expira, ne sachant si elle ressentait du soulagement ou de la déception. « Vous auriez pu lui dire, » remarqua Lady Catherine, quand le bruit de l'équipage se fut tu. « Il était à 3 pas. »« Je sais. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» Isabella se retourna. Ses yeux étaient pleins de larmes. « Parce que j'ai peur. Peur que quand il saura, tout change. Qu'il me regarde, la vraie moi, sans belle robe et sans la magie du bal masqué, et qu'il comprenne qu'il s'est trompé. Que je ne vaux pas son temps. » Lady Catherine s'approcha et la prit dans ses bras. « Petite sotte, s'il ne peut pas voir votre valeur sans une robe, alors il n'est pas digne de vous. » « Mais s'il en est digne, s'il a vraiment changé, alors donnez-lui une chance de le prouver. » Le lendemain, Isabella rencontra Lady Penelope Granger, une femme d'une 40aine d'années, énergique et directe. « Je cherche une dame de compagnie pour un voyage à Paris, » expliqua-t-elle. « Pour 3 mois. Vous devez connaître le français, savoir tenir une correspondance et ne pas craindre les voyages. »« Je réponds à toutes les exigences, » répondit Isabella. « Parfait. Le salaire, 50 livres plus tous les frais. Départ dans 2 semaines. » 50 livres. Cela suffirait à payer les impôts et il resterait de quoi réparer le toit. « J'accepte, » dit Isabella. Elles discutèrent des détails et Lady Pénélope s'en alla satisfaite. Isabella demeura dans le salon de Lady Catherine, éprouvant un étrange vide. Elle avait obtenu un emploi, un bon emploi. Bientôt elle partirait pour Paris, et toute cette histoire de mascarade resterait derrière elle. Et Sébastien ne connaîtrait jamais la vérité.
Peut-être valait-il mieux ainsi. Peut-être certains contes devaient-ils rester inachevés. « À quoi penses-tu » demanda Lady Catherine. « Au fait qu'il est temps de revenir à la réalité. » « Et Ashbourne » Isabella haussa les épaules. « Il trouvera une autre mystérieuse inconnue, où il épousera quelques fiancés convenables. Les ducs se marient toujours. Mais il te cherche. Il cherche un fantasme, une jeune fille en robe de saphir. Pas moi. » Lady Catherine soupira. « Tu le sous-estimes. Et toi aussi. » Peut-être avait-elle raison. Peut-être Isabella sous-estimait-elle vraiment Sébastien. Peut-être aurait-il pu accepter la vérité. Mais le risque était trop grand. Et un cœur, une fois brisé, est trop fragile pour risquer à nouveau. Il restait une semaine avant le départ pour Paris, et Isabella passa ses jours dans une préparation fébrile. Il fallait régler les affaires du domaine, payer les dettes, s'assurer que Mrs. Biddle s'en sortirait en son absence. Elle travaillait de l'aube au crépuscule, tentant de ne pas penser à Sébastien, tentant de se convaincre qu'elle avait fait le bon choix. Mais la nuit, quand elle était couchée et ne parvenait pas à dormir, la mémoire la ramenait au bal masqué. Elle sentait à nouveau sa main sur sa taille, entendait son rire, voyait cette expression dans ses yeux quand il la regardait. « Assez », se disait-elle. Ce n'était pas réel. C'était un jeu, un conte de fées. Mais le cœur ne voulait pas écouter la raison. Le jeudi, Lady Catherine envoya un mot. « Viens à Londres immédiatement, affaire urgente. » Isabella arriva le lendemain matin, inquiète. Que pouvait-il s'être passé? Lady Catherine l'accueillit dans le salon avec un sourire énigmatique. « J'ai une nouvelle pour toi. »« Laquelle ?»« Le duc d'Ashbourne organise une soirée de bienfaisance, samedi, au profit d'un orphelinat pour enfants pauvres. » Isabella fronça les sourcils. « Et alors ?»« Et tu iras, avec moi. »« Quoi? Non, je ne peux pas. »« Tu peux et tu iras. » Lady Catherine frappa le sol de sa canne. « C'est une excellente occasion. »« Pourquoi faire? Pour qu'il m'humilie à nouveau? Pour que tu le voies dans un autre contexte, pour savoir s'il a vraiment changé. » La vieille dame se pencha en avant. « Isabella, tu ne peux pas t'enfuir à Paris sans avoir clos cette histoire. Elle te poursuivra toute ta vie. » Je l'ai close, au bal masqué. Non, tu t'es simplement caché derrière un masque. Ce n'est pas la même chose. Isabella se détourna vers la fenêtre. Derrière la vitre, la pluie brunait, transformant la rue en une tache grise. Je ne veux pas me sentir à nouveau indigne. Alors prouve que tu es digne. À toi-même. Pas à lui, à toi-même. Ces mots résonnèrent en elle. Isabella avait passé ces derniers mois à se sentir inférieure, à cause de la pauvreté, à cause des vieilles robes, à cause de la nécessité de chercher un emploi de dame de compagnie. Mais elle n'avait pas changé. Elle était toujours la même, intelligente, éduquée, capable. Seules les circonstances avaient changé. « D'accord, » dit-elle finalement. « J'irai, mais dans ma robe, ma vraie robe, pas un costume. » Entendu. Lady Catherine sourit. « Bien que je puisse te prêter quelque chose de plus... Non, j'irai tel que je suis. S'il ne peut accepter cela, alors vous aviez raison. Il n'en vaut pas la peine. » La soirée de samedi fut douce. Isabella voyageait dans la voiture de Lady Catherine, tripotant nerveusement les plis de sa plus belle robe. Cette même robe lavande qu'elle avait portée à la réception de la comtesse Waverley. « Tu es sûre ?» demanda Lady Catherine. « Il n'est pas trop tard pour te changer. »« Sûr. » L'hôtel particulier du duc à Belgravia était immense. Un bâtiment de 4 étages en pierre blanche, avec des colonnes et un large escalier menant à l'entrée. Les fenêtres resplendissaient de lumière. Des invités se pressaient aux portes.
Isabella descendit de la voiture et inspira profondément. Elle pouvait le faire. Elle devait le faire. À l'intérieur, il y avait foule. La salle de bal du duc était décorée avec un goût exquis. Roses blanches, draperies dorées, bougies scintillantes. Mais l'atmosphère était différente de celle du bal masqué, moins magique, plus ordinaire. Les invités arrivaient en tenue de soirée habituelle, sans masque, sans costume. Isabella se sentit immédiatement déplacée. Sa vieille robe détonnait parmi les soies et velours à la mode. « N'y prête pas attention, » chuchota Lady Catherine. « Tire-toi dignement. » Elles entrèrent dans la salle, et Isabella vit Sébastien. Il se tenait près de la cheminée, conversant avec un groupe de gentlemen, et avait l'air fatigué. Des ombres s'étaient creusées sous ses yeux, la ligne de sa bouche était tendue, comme s'il dormait mal, comme elle. À un moment, leurs regards se croisèrent à travers la salle, et Isabella se figea. Il la regardait avec une expression de reconnaissance. Non, plutôt de légère surprise, comme s'il tentait de se rappeler où ils s'étaient rencontrés. Puis quelqu'un l'interpella, et le moment fut perdu. « Il t'a regardé ?» remarqua Lady Catherine. « Il essayait simplement de se rappeler d'où il connaît mon visage. Où il a ressenti quelque chose. » Isabella ne répondit pas. Elle prit un verre de limonade sur le plateau d'un domestique qui passait et s'éloigna vers une colonne, s'efforçant de rester discrète. La soirée s'étirait. Sébastien prononça un discours sur l'importance d'aider les nécessiteux, sur le fait que le privilège impose une responsabilité. Il parlait sincèrement, sans hauteur, et Isabella se surprit à l'écouter en retenant son souffle. Ce n'était pas ce duc glacial qui l'avait humilié lors de la réception. C'était un homme qui se souciait véritablement de quelque chose de plus grand que les bals et les divertissements. Après le discours, les danses commencèrent. Personne n'invitait Isabella, et se tenait dans l'ombre, observant les couples tournoyer dans la salle. C'était un sentiment familier, être invisible. « Mademoiselle Montrose ?» Elle sursauta. Sébastien se tenait à ses côtés. « Votre grâce !» Elle fit une révérence, sentant son cœur battre la chamade. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. » Il la regardait attentivement, d'un air scrutateur. « Après cet incident chez la comtesse Waverley, je pensais... » Il s'interrompit. « Vous pensiez que je n'oserais plus me montrer dans la bonne société ?» acheva Isabella en relevant le menton. « Non, je pensais que vous ne voudriez plus me voir. » Sébastien marqua une pause. « Je me suis comporté de façon abominable. J'ai dit des choses qui étaient cruelles, et je voulais m'excuser. » Isabella le regardait, n'en croyant pas ses oreilles. « Vous excusez ?» ?»« Oui. » Il parlait sérieusement, sans la moindre trace de moquerie. « Ce que j'ai dit ce jour-là était impardonnable. Je vous ai jugé sur votre apparence, sans rien savoir de votre situation, ni de votre caractère. C'était mesquin et vil de ma part. »« Pourquoi vous excusez-vous » demanda doucement Isabella. « Qu'est-ce qui a changé ?» Sébastien hésita, cherchant ses mots. « J'ai récemment rencontré une femme, lors d'un bal masqué. Elle m'a dit quelque chose qui m'a fait reconsidérer bien des choses, y compris cet incident avec vous. » « Qu'a-t-elle dit ?»« Que l'honnêteté sans bonté est de la cruauté. » Il plongea son regard dans celui d'Isabella. « Les mêmes mots que vous aviez prononcés ce jour-là. » Isabella sentit son souffle se couper. Il s'en souvenait. Il se souvenait de ses paroles. « C'est peut-être simplement une coïncidence, » dit-elle. « Peut-être. » Sébastien fit un pas vers elle. « Mais plus j'y pense, plus je trouve de ressemblance. Votre voix, votre maintien, cette fierté dans votre port, même quand je porte une vieille robe ?» l'interrompit Isabella. « Même alors. »
Surtout, alors. Il la regardait avec une telle attention qu'elle eut envie de détourner les yeux. Mais elle ne le fit pas. « Dites-moi la vérité, mademoiselle Monrose. Était-ce vous, au bal masqué ?» Le silence s'installa. Dans la salle, la musique jouait, les invités riaient et conversaient. Mais pour Isabella, seul existait cet instant, cette question. Elle pouvait mentir, nier, dire qu'il se trompait. Mais Lady Catherine avait raison. Elle était lasse de se cacher. « Oui, dit-elle doucement. C'était moi. » Sébastien exhala, longuement, comme s'il avait retenu son souffle tout ce temps. Voici le moment pour lequel vous avez lu toute cette histoire. La révélation. Le retrait du masque. La vérité à la surface. Dans les histoires romantiques, c'est toujours un point de non-retour. La mort de l'illusion et la naissance de quelque chose de réel. Ou un effondrement total. Ce qui est drôle, c'est que vous, lecteur, connaissiez la vérité depuis le début. Vous avez vu Isabella mettre sa robe en saphir, danser avec Sébastien, fuir à minuit. Pour vous, il n'y avait pas de mystère, seulement une attente tendue. Quand va-t-il le découvrir? Mais pour les héros, ce moment est une catastrophe. Parce que Sébastien est tombé amoureux d'une femme masquée. De son esprit, de son courage, de sa dignité, oui. Mais il a vu tout cela à travers le prisme de la soie saphir et de la magie du bal. Et Isabella craint qu'en l'absence de cette magie, il ne reste que cette pauvre fille dans une vieille robe qu'il a humiliée autrefois. Le plus terrifiant, c'est que la vérité sur qui vous êtes réellement peut détruire ce qui a pu naître entre vous. C'est pourquoi Isabella tremble en se confessant. C'est pourquoi Sébastien se fige en entendant « oui ». Ce n'est pas juste « j'étais cette femme au bal », c'est « je suis celle que tu pensais indigne, et maintenant tu as réalisé que tu es tombé amoureux d'elle ». Il peut reculer, il peut se sentir trompé, il peut comprendre que l'inconnue mystérieuse n'était qu'une illusion créée par une robe chère. Ou il peut voir la vérité. Elle a toujours été la même. Il était simplement aveugle. C'est pourquoi ce moment décide de tout. Je le savais. Je le sentais, mais je n'en étais pas sûr. Il passa la main sur son visage. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit? Ce soir-là, sur la terrasse, quand je me tenais près de vous. Parce que j'avais peur. De quoi? De ceci. Isabella fit un geste englobant la salle, eux deux. Que lorsque vous sauriez qui je suis vraiment, la magie disparaîtrait. Que vous me regarderiez, la vraie moi, sans belle robe ni masque, et comprendriez que cet inconnu n'était qu'une illusion. Mais ce n'est pas une illusion, objecta Sébastien. C'est vous, avec ou sans robe, avec ou sans masque. C'était toujours vous. Isabella sentit les larmes lui monter aux yeux. Mais vous me regardiez différemment, ce soir-là au bal masqué. J'étais quelqu'un d'autre à vos yeux. Non. Il fit encore un pas, si bien qu'il ne restait plus que quelques pouces entre eux. Je vous regardais différemment, parce que j'ai enfin vu, vraiment vu. Pas votre robe, pas votre position dans la société. Mais vous, votre force, votre intelligence, votre dignité. Mais sans cette robe, sans le bal masqué, je serais resté un idiot aveugle, l'interrompit-il. Mais maintenant, je vois. Et je ne peux plus ne pas voir. Ils se tenaient dans un coin de la salle de bal, et le monde tournait autour d'eux. Mais Isabella ne voyait que ses yeux, n'entendait que sa voix. « Que voulez-vous de moi ?» chuchota-t-elle. « Une chance. » Sébastien prit sa main. « Une chance de vous connaître vraiment. Sans masque, sans jeu, sans malentendu. Juste vous et moi. Et si je vous disais que je pars,
à Paris, dans une semaine. Travailler comme dame de compagnie. Quelque chose tressaillit sur son visage. Alors je vous demanderai de ne pas partir. Je n'ai pas le choix. J'ai besoin d'argent. Tout le monde a le choix. Il serra sa main plus fort. Restez. Donnez-moi cette semaine. Si à la fin vous voulez toujours partir, je ne vous retiendrai pas. Mais donnez-nous une chance. Isabella regardait leurs mains jointes. Si différentes. La sienne, grande, forte, hâlée. La sienne, petite, pâle, avec des traces d'encre sur les doigts de l'interminable correspondance. Une semaine, répéta-t-elle. 7 jours. Pour vous prouver que j'ai changé. Que je ne vois pas en vous une noble pauvre, mais une femme extraordinaire, avec qui je veux passer du temps. Et après? Après, Sébastien sourit. De ce sourire même qui lui coupait le souffle. Après, nous verrons. Sans plan, sans attente. Nous verrons simplement où cela nous mène. C'était de la folie. Elle aurait dû refuser, partir pour Paris, commencer une nouvelle vie, sans duc ni cœur brisé. Mais une partie d'elle, cette partie obstinée et pleine d'espoir, voulait rester. Voulait voir si le conte de fées pouvait se poursuivre dans le monde réel. D'accord, dit-elle finalement. Une semaine. Le sourire de Sébastien s'illumina, et il porta sa main à ses lèvres. Merci. Mais à une condition, ajouta Isabella. Pas de cadeau, pas de tentative pour aider avec l'argent. Si nous faisons cela, c'est en égo. Vous posez des conditions difficiles, mademoiselle Montrose. C'est à prendre ou à laisser. Sébastien éclata de rire. C'est pour cela que je vous... Il s'interrompit. Et que je vous admire. Il avait failli dire « aime ». Isabella l'avait compris. Et son cœur manqua un battement. « Danserez-vous avec moi ?» demanda-t-il. « Cette fois sans masque ?»« Sans masque », accepta Isabella. Ils entrèrent sur la piste de danse, et Sébastien la guida dans une valse. Et c'était différent. Au bal masqué, tout était enveloppé de magie, de mystère. Maintenant, tout était réel, tangible, et d'une certaine manière, encore mieux. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il en la regardant. « Que parfois, la réalité peut être plus belle qu'un conte de fées. » Je suis d'accord. Sébastien sourit. Bien que cette épingle en forme d'étoile que vous m'avez laissée restera à jamais dans ma mémoire. Vous l'avez gardée? Elle est dans le tiroir de mon bureau, comme un rappel de la soirée la plus magique de ma vie. Isabella sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Vous savez, dit-elle, quand je suis venue ici aujourd'hui, j'étais certaine que ce serait une catastrophe. Et je suis heureuse de m'être trompée. » Sébastien l'attira un peu plus près, à la limite de la bienséance, mais sans la franchir. « Nous avons une semaine, Isabella. Utilisons-la correctement. » « Comment ? » « Apprenons à nous connaître, vraiment. Pas un duc et une noble pauvre, juste Sébastien et Isabella. » Elle hocha la tête, sentant un sourire se dessiner sur ses lèvres. Juste Sébastien et Isabella. Cela sonne bien. Ils continuèrent à danser, et Isabella voyait comment les autres invités les regardaient, avec surprise, avec curiosité. Le duc d'Ashbourne dansait avec une jeune fille inconnue dans une vieille robe, et c'était un événement. Mais elle s'en moquait. Qu'il regarde, qu'il bavarde. Aujourd'hui, elle dansait avec un homme qui voyait en elle non pas la robe, non pas la position, non pas l'argent. Juste elle. Et c'était plus important que tous les ragots. La semaine commença par une promenade à Hyde Park. Sébastien vint chercher Isabella dans un équipage ouvert, simple, sans armoirie, presque invisible. Il était sans perruque, dans une redingote ordinaire,
et avait l'air ordinaire, presque comme un simple gentleman, et non un duc. « J'ai pensé que nous n'avions pas besoin de regards indiscrets », expliqua-t-il en l'aidant à monter. « Aujourd'hui, nous sommes juste 2 personnes en promenade. »« 2 personnes, dont l'une est le duc d'Ashbourne », remarqua Isabella avec un sourire en coin. « On vous reconnaîtra, même si vous mettez un sac sur votre tête. » « Alors espérons que les gens sont occupés par leurs propres affaires aujourd'hui. » Ils roulèrent dans les allées du parc, où les arbres commençaient tout juste à se couvrir de leur première verdure. C'était le petit matin. Le brouillard ne s'était pas encore entièrement dissipé, et le parc semblait presque désert. « Parlez-moi de vous, » demanda Sébastien. « Pas de votre position ou de vos circonstances. De vous. Qu'aimez-vous? Quelles sont vos passions ?» Isabella réfléchit. « J'aime lire, surtout la poésie, Byron, Wordsworth, et la philosophie, bien que beaucoup considèrent cela inconvenant pour une femme. » « Qui le considère? Presque tout le monde. » Elle sourit. « Mon père était une exception. Il m'enseignait lui-même le grec et le latin, me donnait à lire des traités qu'on n'étudie habituellement qu'à l'université. Il disait que l'esprit n'a pas de sexe. » « Un homme sage, » acquiesça Sébastien. « Et que faites-vous d'autre? » « Je dessine parfois. Mal, mais cela me plaît. Et je me promène dans le jardin, surtout tôt le matin, quand tout est couvert de rosée. » Elle le regarda. « Et vous? Que fait un duc quand il n'assiste pas à des bals et ne gère pas ses domaines ?» Sébastien eut un sourire en coin. « Vous serez surprise, mais je me passionne pour l'architecture. Je conçois des bâtiments, des ponts. Seulement sur le papier, bien sûr. Il ne m'est pas permis de travailler comme architecte. C'est une occupation trop basse pour un duc. »« C'est stupide, » objecta Isabella. « Si vous avez un talent, pourquoi ne pas l'utiliser ? » ?»« Parce que je suis lié par des obligations. Le titre, la famille, la réputation, tout cela impose des limites. Une prison dorée reste une prison. » Sébastien la regarda avec surprise. « C'est exactement ce que je ressens parfois. Mais personne ne l'a jamais compris. »« Parce que personne ne vous l'a demandé, » dit Isabella. « Tout le monde voit le titre, le pouvoir, l'argent, mais pas l'homme. » Ils passèrent devant le lac où nageaient des cygnes. L'un d'eux s'approcha du rivage, et Isabella éclata de rire. « Je me souviens, enfant, j'ai essayé de nourrir les cygnes, et l'un d'eux a failli me mordre le doigt. Mon père disait que j'étais trop confiante. »« Et l'êtes-vous toujours ? » ?»« Non. » Elle le regarda. « La vie m'a appris la prudence. Mais parfois, j'aimerais redevenir cette petite fille qui n'avait pas peur de tendre la main. » Sébastien couvrit sa paume de la sienne. « Alors faisons-nous confiance l'un à l'autre. Au moins cette semaine. » Le 2e jour, ils se retrouvèrent dans la bibliothèque de Lady Catherine. Sébastien arriva avec un livre, une édition rare de tragédie grecque. « J'ai pensé que cela vous plairait, » dit-il en lui tendant le volume. Isabella ouvrit le livre et retint son souffle. C'était une édition du XVIe siècle, avec des illustrations, reliées en cuir, avec des dorures. « Mais c'est inestimable. » « C'est pourquoi je l'ai apporté. Pour que vous puissiez le lire. » « Mais je ne peux pas accepter une chose pareille. » »« Pourquoi pas? Les livres existent pour être lus. » Sébastien s'assit en face d'elle. « De plus, vous avez promis de ne pas accepter de cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Je vous le prête simplement. Vous me le rendrez. » Isabella serra le livre contre sa poitrine, ressentant à la fois de la joie et de l'embarras. « Vous êtes retors, votre grâce. Appelez-moi Sébastien, je vous en prie. Alors vous aussi, appelez-moi Isabella, sans cérémonie. » Ils passèrent toute la journée à lire et à discuter. Ils débattirent de la tragédie d'Échille, rirent des comédies d'Aristophane, parlèrent de la philosophie de Platon. « Vous êtes extraordinaire, » dit Sébastien,
alors que le soleil commençait à décliner. La plupart des femmes que je connais ne peuvent citer un seul philosophe grec. Et vous non seulement connaissez leurs œuvres, mais pouvez en débattre. On ne donne pas cette possibilité à la plupart des femmes, objecta Isabella. On leur apprend à broder et à jouer du piano, mais pas à penser. Pas étonnant qu'elles semblent ennuyeuses. Et vous jouez du piano? Affreusement. Je n'ai pas d'oreille. Elle rit. Ma gouvernante disait que c'était son plus grand échec en tant que pédagogue. Sébastien rit aussi, et Isabella pensa qu'elle pourrait écouter ce rire éternellement. Le 3e jour fut pluvieux. Ils se retrouvèrent dans une galerie de peinture. Sébastien en connaissait le propriétaire et avait organisé une visite privée. Isabella déambulait entre les toiles, fascinée. Il y avait là des œuvres de maîtres anciens, Titien, Caravage, Rembrandt. « Comment avez-vous réussi à arranger cela ?» demanda-t-elle. « Le titre a ses avantages, » répondit Sébastien. « Parfois. » Ils s'arrêtèrent devant le portrait d'une jeune femme. Un visage délicat, des yeux tristes, les mains posées sur les genoux. « Elle est belle, » remarqua Isabella. « Mais triste. Je me demande ce qui la chagrinait. Peut-être aimait-elle la mauvaise personne? Ou était-elle contrainte d'épouser quelqu'un qu'elle n'aimait pas? C'était souvent le cas. C'est le cas, corrigea Isabella. Encore aujourd'hui. Les mariages de convenance n'ont pas disparu. Sébastien la regarda. Et vous croyez en l'amour? Le véritable? Je veux y croire. Et se détourna du portrait. Mes parents s'aimaient. Je me souviens de la façon dont mon père regardait ma mère, même après des années de mariage. Comme si elle était le miracle le plus extraordinaire de sa vie. Et vous voulez la même chose? Tout le monde ne le veut-il pas? Sébastien s'approcha. Certains considèrent que l'amour est un luxe, que la position, l'argent, les relations sont plus importants. Et vous? Que pensez-vous? Il plongea son regard dans le sien, longuement, gravement. Je pensais ainsi autrefois, mais maintenant je comprends que je me trompais. Que sans amour, tout le reste n'a pas de sens. Le cœur d'Isabella se mit à battre plus vite. Il se tenait dans la galerie déserte, entourée de chefs-d'œuvre, mais elle ne voyait que son visage, ses yeux. « Sébastien, » commença-t-elle. « Ne dites rien, » l'interrompit-il. « Pas maintenant. Nous avons encore du temps. » Le 4e jour, Sébastien l'emmena au refuge pour lequel il collectait des dons lors de la soirée de charité. Isabella fut stupéfaite et s'attendait à voir un bâtiment lugubre avec des enfants sales. Au lieu de cela, elle découvrit une maison propre et lumineuse où les enfants étudiaient, jouaient, riaient. « Vous avez fait cela ?» demanda-t-elle, en observant une fillette d'une dizaine d'années tracer soigneusement des lettres sur une ardoise. « Pas moi seul, mais je finance, et j'essaie d'aider comme je peux. » Sébastien s'accroupit près d'un garçon qui empilait des cubes en bois. Ces enfants n'ont pas choisi leur destin, mais ils méritent une chance. Isabella le regardait. Cet homme qui aurait pu passer son temps dans les bals et les clubs, mais qui aidait des orphelins à la place, et sentait quelque chose se briser définitivement dans sa poitrine. Ce mur qu'elle avait érigé après l'humiliation lors de la réception, cette protection qui l'empêchait de retomber amoureuse, tout s'effondra. Elle l'aimait. Malgré toutes ses craintes, malgré les arguments raisonnables, malgré la différence de conditions, elle l'aimait. Et c'était à la fois merveilleux et terrible. Le 5e jour, ils se promenèrent simplement dans Londres, sans équipage, sans domestique, comme des gens ordinaires. Ils entrèrent dans une librairie où Sébastien insista pour lui acheter un recueil de poèmes de Byron. « Ce n'est pas un cadeau, c'est un investissement dans votre éducation. » Puis dans une pâtisserie où ils mangèrent des gâteaux et débattirent de politique. « Vous êtes trop radical, » dit Sébastien en riant. « Vous voulez donner le droit de vote aux femmes ?
C'est un bouleversement. Pourquoi pas? Les femmes paient des impôts, obéissent aux lois. Pourquoi ne pourrions-nous pas participer à leur élaboration? Parce que... Il hésita. Honnêtement, je ne sais pas. L'habitude, sans doute. Une mauvaise habitude. Je suis d'accord. Sébastien prit sa main par-dessus la table. Vous me changez, Isabella. Vous me faites voir les choses différemment. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Une bonne chose. Certainement, une bonne chose. Le 6e jour, l'imprévu se produisit. Ils marchaient sur Bond Street quand une dame en robe somptueuse vint à leur rencontre. Jeune, belle, avec une expression hautaine. Une femme âgée la suivait, manifestement sa mère. « Ashbourne !» s'exclama la jeune fille. « Quelle rencontre !» Sébastien sourit avec raideur. « Lady Arabella, Lady Fitzgerald. »« Nous parlions justement de vous hier, » gazouilla Arabella. « Maman a dit que votre grâce nous honorerait peut-être d'une visite la semaine prochaine ?»« Je ne suis pas certain de pouvoir, » répondit Sébastien. Lady Arabella remarqua seulement maintenant Isabella. « Oh, et qui est-ce » ? Mademoiselle Montrose, présenta Sébastien. Mon ami. Ami? Arabella toisa Isabella de regards méprisants. Quelle robe inhabituelle! C'est quoi, la mode de l'année dernière? Isabella ressentit la piqûre familière de l'humiliation. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Sébastien fit un pas en avant. Lady Arabella, Mademoiselle Montrose est l'une des femmes les plus intelligentes et les plus dignes que je connaisse. Et si vous ne pouvez pas voir cela à cause d'un morceau de tissu, alors le problème ne vient pas de sa robe, mais de votre caractère. La jeune fille ouvrit la bouche d'indignation. « Comment osez-vous » ? J'ose facilement. La voix de Sébastien devint glaciale. Et encore, n'attendez pas ma visite, ni la semaine prochaine, ni jamais. Adieu, Lady Arabella. Il prit Isabella par le bras et l'entraîna, laissant la mère et la fille bouche bée. Quand ils tournèrent au coin de la rue, Isabella s'arrêta. « Vous n'auriez pas dû faire cela. Je le devais depuis longtemps. » Sébastien se tourna vers elle. « J'en ai assez des gens qui jugent sur l'apparence. Assez de prétendre que c'est normal. Mais elle, sa famille est influente. Vous vous êtes fait des ennemis. » Qu'il en soit ainsi. Je ne veux pas être ami avec des gens qui ne voient pas la valeur d'une personne tant qu'elle n'est pas vêtue d'or. Il prit son visage entre ses mains. « Isabella, j'ai besoin de te dire quelque chose. » « Quoi ?» Il hésita, et Isabella vit la lutte dans ses yeux. « Je suis tombé amoureux de toi. Lors du bal masqué. Peut-être même avant, quand tu te tenais à cette réception, la tête haute, et que tu ne m'as pas laissé te briser. Je suis tombé amoureux, et je ne peux rien y faire. » Isabella sentit les larmes lui monter aux yeux. « Mais je n'ai rien. Pas de dot, pas de position. Tu as tout ce dont j'ai besoin, l'intelligence, la force, la bonté. Tu me vois, pas le duc, pas le titre, mais moi. Et cela vaut plus que n'importe quelle dot. Sébastien, épouse-moi, dit-il. Il ne demanda pas. Il dit, fermement, avec assurance. Pas parce que je suis duc et que je peux résoudre tes problèmes financiers, mais parce que je t'aime. Et que je veux passer chaque jour à débattre de philosophie avec toi et à rire de tes plaisanteries. C'est de la folie, chuchota Isabella. La société ne l'acceptera jamais. On dira que tu as épousé en dessous de ta condition. Qui le dise, je m'en moque. Mais pas moi. Et se dégagea. Je ne veux pas être la cause de ta chute. Je ne veux pas qu'on te méprise à cause de moi. Isabella, écoute-moi. Sébastien la prit par les épaules. Toute ma vie, j'ai fait ce qu'on attendait de moi.
J'aurais épousé une fiancée convenable, j'aurais eu un héritier, j'aurais vécu dans une cage dorée, mourant d'ennui. Mais je ne veux pas de cela. Je veux vivre, vraiment vivre, avec toi. Et si tu le regrettais? Je ne le regretterai pas. La seule chose que je pourrais regretter, c'est si tu refusais. Isabella le regardait. Cet homme qui était prêt à sacrifier sa réputation pour elle. Et elle comprit qu'elle ne pouvait pas refuser, qu'elle ne voulait pas refuser. « D'accord, souffla-t-elle. Oui, je t'épouserai. » Sébastien émit un son, quelque chose entre un rire et un sanglot, et l'attira contre lui, l'embrassant. Là, dans la rue, en plein jour, sans se soucier des passants. Isabella l'enlaça par le cou et répondit à son baiser, sentant le bonheur se répandre dans tout son corps. Lorsqu'ils se séparèrent, Sébastien pressa son front contre le sien. « Je te rendrai heureuse, je te le promets. »« Tu l'as déjà fait, » murmura-t-elle. Le 7e jour commença par un scandale. Les journaux du matin regorgeaient de gros titres. Le duc d'Ashbourne fiancé à une noble sans le sou. Amour ou folie. Le duc choisit le cœur plutôt que la raison. La mésalliance de la saison. Isabella lisait les articles, assise dans le salon de Lady Catherine, et sentait tout se contracter à l'intérieur d'elle. Ils écrivent sur moi comme si j'étais une chasseuse de titres. Qu'ils écrivent, balaya Lady Catherine d'un geste. La semaine prochaine, ils trouveront un nouveau scandale. Mais Sébastien, on ne peut rien lui faire. Il est duc. Il a assez de pouvoir pour se moquer des ragots. On frappa à la porte et le majordome annonça « Le duc d'Ashbourne et de la compagnie ». Sébastien entra, suivi d'une quinzaine de personnes. Hommes et femmes, jeunes et âgés, mais tous avec des visages bienveillants. Isabella, Sébastien s'approcha et prit sa main. « Je veux te présenter mes véritables amis. » Pas ces poseurs de la haute société, mais des gens qui me connaissent depuis des années et que je respecte. Il la présenta, le vicomte Eldridge et sa femme, Lady Marianne, qui n'était pas une aristocrate, mais la fille d'un médecin. Monsieur Benedict Graham, architecte. Madame Eleanor White, écrivaine, qui publiait sous un pseudonyme masculin. Des gens qui avaient choisi leur voie en dépit des attentes de la société. « Nous avons entendu les nouvelles, » dit Lady Marianne en s'approchant d'Isabella. « Et nous voulions vous féliciter tous les deux. Et aussi vous montrer que vous n'êtes pas seuls. Nous avons tous eu nos propres batailles avec la société, et nous avons survécu. » Mieux encore, ajouta le vicomte, nous sommes heureux, envers et contre tout. Isabella sentit des larmes de gratitude lui monter aux yeux. « Merci, » murmura-t-elle. Ils passèrent le reste de la journée ensemble, riant, racontant des histoires, faisant des projets. Et Isabella se sentit pour la première fois depuis longtemps partie prenante de quelque chose. Pas une paria, pas une parente pauvre, mais une égale. Le soir, quand les invités furent partis, Sébastien et Isabella restèrent dans le jardin de Lady Catherine. « La semaine est terminée, dit-il. Veux-tu toujours m'épouser ? » « Plus que jamais. » Sébastien sortit une petite boîte. « Alors ceci est pour toi. » À l'intérieur se trouvait une bague, pas un énorme diamant comme on aurait pu l'attendre d'un duc, mais un saphir délicat, entouré de petites perles. « C'est... » Isabella eut le souffle coupé. « Les couleurs de ta robe au bal masqué. Ce soir-là, quand tout a changé. » Sébastien passa la bague à son doigt. « Je veux que tu te souviennes. Tu as toujours été digne. Dès le premier jour. C'est simplement moi qui étais trop aveugle pour le voir. » Isabella regarda la bague, puis lui. « Je veux aussi dire quelque chose. » « Quoi ? » « Ce jour-là,
À la réception, quand tu m'as humilié, j'ai juré de ne jamais te pardonner. Mais maintenant, je comprends que ce serment était une erreur. Parce que le pardon donne la liberté. Pas à toi, à moi. Tu me pardonnes? Oui. Elle prit son visage entre ses mains. Et je te remercie de m'avoir donné la chance de voir qui tu es vraiment. Ils s'embrassèrent sous les étoiles, et quelque part au loin, les cloches sonnèrent l'heure. La semaine était terminée, mais leur histoire ne faisait que commencer. Un an plus tard, Isabella, désormais duchesse d'Ashbourne, était assise dans la bibliothèque de leur domaine et lisait une lettre de Madame Bédot. La vieille intendante écrivait que le manoir du Kent était entièrement rénové, grâce à la générosité de Sébastien, qui avait insisté pour que ce soit un investissement dans l'héritage familial. Plusieurs familles de l'orphelinat qui avaient besoin d'un logement temporaire y vivaient maintenant. « À quoi penses-tu » Sébastien entra, portant un plateau avec du thé. « À quel point la vie a changé en un an !»« Pour le meilleur, j'espère ?»« Pour le meilleur, définitivement pour le meilleur. » Elle reposa la lettre. « Même si la société continue de chuchoter dans notre dos, qui chuchote ?» Sébastien s'assit à côté d'elle. « Nous sommes heureux, c'est l'essentiel. » Tu sais, Isabella prit sa main. Quand je me tenais à cette réception dans ma vieille robe lavande, je me sentais comme personne, indigne même de ton regard. Et maintenant? Maintenant, je comprends qu'une robe ne rend pas une personne digne ou indigne. Ce n'est que du tissu. La vraie valeur est à l'intérieur. Sébastien baisa sa main. Pensez sage, votre grâce. Ne m'appelle pas ainsi. Cela sonne trop formel. Très bien. Alors, mon amour. Isabella rit. C'est mieux. Ils restèrent assis dans la bibliothèque, burent du thé et parlèrent de leur projet. Sébastien voulait ouvrir un autre orphelinat. Isabella comptait publier un recueil d'essais sur les droits des femmes, anonymement bien sûr, mais tout de même. Et le soir, ils devaient se rendre à un bal, celui-là même où tout avait commencé un an auparavant. « Tu es nerveuse ?» demanda Sébastien. « Un peu. Les mêmes gens qui nous ont condamnés seront là, qui nous condamnent. Nous avons l'un l'autre. C'est suffisant. » Isabella le regarda. Cet homme qui avait changé sa vie, qui lui avait appris à faire confiance à nouveau, à aimer, à espérer, et sourit. « Tu sais ce qui est le plus étonnant ? » « Quoi ? » « Si tu ne m'avais pas humilié ce jour-là, à cette réception, rien ne serait arrivé. Il n'y aurait pas eu de bal masqué, pas eu de semaine, pas eu de nous. » Sébastien réfléchit. « Cela signifie que parfois, même les erreurs peuvent mener à quelque chose de bien. Si nous sommes prêts à en tirer des leçons, à changer. » Toutes les histoires ne commencent pas de manière belle. Parfois, elles commencent par l'humiliation, la douleur, des mots qui blessent plus profondément que n'importe quel coup. Et nous, en racontant de telles histoires, ressentons toujours la tentation d'adoucir les angles, de rendre les héros plus nobles dès le départ. Mais la vérité est que les gens changent. Pas toujours, pas tous, mais parfois. Sébastien était arrogant, cruel, aveugle à la douleur des autres. Isabelle était fière, blessée, prête à le juger aussi impitoyablement qu'il l'avait jugé. Ils étaient tous deux imparfaits. C'est pourquoi leur histoire mérite d'être racontée. Nous vivons dans un monde qui exige des héros une perfection sans faille. Mais le véritable courage ne réside pas dans le fait de ne jamais se tromper. Il consiste à reconnaître ses erreurs, à s'excuser, à changer et à pardonner. Non pas parce que l'offense n'était pas réelle, mais parce que le pardon libère. Isabella a pardonné à Sébastien, non pas pour lui, pour elle-même, pour ne pas porter ce fardeau plus longtemps. Et la vieille robe lavande?
Elle est toujours suspendue dans le placard de leur manoir. Isabella aurait pu la jeter, la brûler, l'oublier. Mais elle ne l'a pas fait. Parce que c'est dans cette robe qu'elle a appris à garder la tête haute, même quand il n'y avait pas de raison d'être fière. C'est elle qui rappelle: la valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle porte. La robe saphir lui a offert une nuit magique. Mais la robe lavande lui a appris la dignité. Leur histoire est terminée. Je les lâche, heureux, imparfaits, réels.